Afrique Média. Le monde, c'est nous. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Afrique Média. Bienvenue à cette édition du journal africain. Les titres. Vincent Bolloré ne veut pas lâcher le port autonome de Douala. Il use de ses vieilles tactiques de corruption et de trafic d'influence pour reprendre le contrôle de ce patrimoine camerounais. Sa dernière tentative en date est celle de l'affaire relative à l'acharnement judiciaire dont a été victime le directeur général du port autonome de Douala, M. Cyrus Ngor. Fort heureusement, l'abcès n'a pas été crevé. La tension est montée d'un cran entre l'Algérie et le Maroc, au point où le divorce a fini par être consommé. Alger a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec Rabat. Au centre de la scission, de nouveaux différends qui se sont greffés donc, la fameuse question du Sahara occidental. Au Mali, la justice réclame un procès sur l'affaire de l'achat d'un avion présidentiel sous le règne d'Ibrahim Boubacar Keïta. L'affaire, qui avait été classée en 2018 sans suite, refait surface et semble être bien loin de s'arrêter tant que justice ne sera pas faite. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur Afrique Média. Bienvenue à cette édition du journal africain qui démarre avec, comme annoncé en titre justement, ce torchon qui a tellement brûlé entre l'Algérie et bien sûr le Maroc. L'Algérie a donc décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc en raison d'actions hostiles du royaume à l'égard de l'Algérie. L'annonce a été faite par le ministre algérien des Affaires étrangères. Selon ce dernier, l'histoire avait montré que le royaume du Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie. Selon lui, le Maroc est donc responsable des crises répétées dans la région du Maghreb et qui ont eu un frein justement à l'intégration. Les actes hostiles incessants perpétrés par le Maroc contre l'Algérie ont nécessité donc la révision des relations entre les deux pays et l'intensification des contrôles sécuritaires aux frontières ouest, selon donc un communiqué officiel algérien. À la question du Sahara occidental, qui envenime depuis longtemps les relations entre les deux pays, se sont ainsi greffés de nouveaux différends qui ont fait monter les tensions. De plus, lors d'une réunion du mouvement des non-alignés à New York, les 13 et 14 juillet dernier, l'ambassadeur du Maroc affirma que le vaillant peuple kabyle mérite plus que tout autre de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination. Une déclaration qui a suscité colère et indignation des autorités algériennes. Et donc, pour commenter ce divorce finalement consommé ou alors définitivement consommé entre l'Algérie et le Maroc, nous allons retrouver, je crois, Gamal Abina, analyste politique, et par la suite, nous retrouverons également M. Terek. Déjà, bonsoir à vous, Gamal Abina, et bienvenue à cette édition du journal africain. Oui, je vous entends pas très bien. D'accord. Alors, cette nouvelle qui tombe, les relations qui sont totalement détériorées, puisque l'annonce a été rendue officielle, comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on peut en arriver à cela de pays voisins? Vraie question, mais enfin, j'imagine qu'en substance, vous demandez comment on est arrivé là. Simplement, il faut se rappeler que le contentieux algéro-marocain est très ancien, je l'avais déjà expliqué une fois. Ça commence en 63 avec les revendications marocaines sur le sud de l'Algérie, Tindouf. Donc il y a une guerre qui est déclenchée, une intervention militaire marocaine en territoire algérien. Puis par la suite, les dégradations augmentent dans la relation, puisqu'il y a l'affaire du Sahara occidental en 75, quand le Maroc fait sa marche verte, donc il envoie des citoyens marocains pour aller littéralement envahir, entre guillemets, le Sahara occidental, parce qu'il y a une revendication marocaine sur le Sahara, effectivement. Donc le Maroc, le Maroc de Hassan II, je précise tout de même, avait des velléités expansionnistes. Il rêvait de récupérer le Sahara, le sud de l'Algérie, une partie de l'Oranie, ce qu'on appelle le Grand Maroc, le Mali aussi, il faut le savoir, et la Mauritanie. Donc c'est un peu l'idée d'un Maroc
très ancien, un Maroc très implanté, que le roi Hassan II, je précise bien que c'est bien la personne du roi Hassan II et pas de son père, ni même de son fils, qui était dans une perspective comme celle-là. Et puis, au-delà de ce terreau un peu compliqué entre l'Algérie et le Maroc lié au Sahara occidental, puisque l'Algérie soutient la République sahraoui, il y a d'autres éléments qui sont venus accélérer la dégradation de la relation. Il y a déjà en 75, donc en 76, la première rupture diplomatique entre l'Algérie et le Maroc, provoquée par le Maroc cette fois-ci, puisque l'Algérie, reconnaissant la République sahraoui, le Maroc ne supporte pas et rompt logiquement sa relation. Ensuite, elles sont rétablies par la suite, mais il y a d'autres contentieux. Il y a l'affaire des attentats de Marrakech en 94, pour lesquels le Maroc accuse l'Algérie d'être derrière les attentats, du moins des éléments dits islamistes algériens derrière les attentats. Puis ensuite, la dégradation s'accélère, récemment surtout, puisqu'on se rend bien compte qu'à ce moment-là, en 94, on ferme les frontières, l'Algérie ferme les frontières à la suite des visas imposés aux Algériens et par les Marocains. Et donc, les Algériens prennent très mal, puisqu'on est en pleine décennie noire et qu'il y a beaucoup d'attentats en Algérie, évidemment. La lutte contre le terrorisme algérien se fait tout seul. Et par la suite, il y a un retour à la normale, et il y a un nouveau roi qui intervient en 99, le fils donc, Hassan II, Mohamed VI, qui lui est dans une perspective un peu plus ouverte. Il cherche effectivement une ouverture de la frontière. Malheureusement, il hérite d'un héritage très lourd, puisque, indépendamment de tout le système qu'on appelle le Marzen au Maroc, il y a une volonté effectivement de dire que le Sahara occidental, qui représente 80% des réserves de phosphate marocaines, doit rester marocain. Donc tout est négociable comme question perd, sauf le drapeau. Et évidemment, ce contentieux, qui est une pomme de discorde, aurait pu se régler au sein de l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, mais ça n'a pas été le cas. Donc le roi Mohamed VI, d'un côté, propose un rapprochement avec l'Algérie, et de l'autre côté, ce ne serait pas trop qui dirige le pays finalement, il y a des éléments qui sont opposés à cela. On prend l'exemple très simple, par exemple, de son ministre des Affaires étrangères qui va parler du peuple vaillant kabyle qui mérite son droit à l'autodétermination. Il faut se rappeler qu'il n'y a jamais eu d'État kabyle, que les Kabyles ne le réclament même pas, qu'il s'appuie pour cela sur la propagande du MAC, le mouvement autonomiste kabyle, et que lorsqu'il fait cette déclaration d'ingérence dans le pays de guerre pour les Algériens, c'est très mal perçu. Ensuite, il y a le rapprochement, évidemment, avec Israël, qui est très mal perçu, puisque le ministre des Affaires étrangères israélien vient au Maroc pour déclarer que l'Algérie et l'Iran se rapprocheraient de façon dangereuse, que ce serait un danger pour Israël et pour le Maroc. Donc on recrée une fausse tension dans la région. Et les Marocains, malheureusement, ne disent rien quand il y a une déclaration comme celle-là, donc c'est très mal perçu, c'est considéré comme une sorte de validation. Et puis après, il y a l'affaire des incendies, où les Algériens accusent les Marocains d'avoir été à l'origine de cela, ce qui me paraît un peu douteux, mais dans tous les cas de figure, c'est dit. Et puis par la suite, évidemment, il y a tout un tas de petites phrases comme ça qui sont mal vécues, et les Algériens finissent par se dire, après que le roi Mohamed VI propose une paix, que finalement, il souffle le chaud et le froid, et que c'est absolument pas de bonne guerre. Donc, à partir de là, ils font une rupture des relations diplomatiques qu'ils considèrent comme étant normales, puisque c'est la conséquence d'un double jeu selon les Algériens et les Marocains. Qu'on ne peut pas se dire ici qu'à un moment donné, justement, ce sont les ministères chargés de la diplomatie, ou du moins des relations extérieures, qui n'ont pas su effectivement jouer leur rôle dans ce conflit qui n'a fait que trop durer, au point justement d'arriver à pratiquement cette case de non-retour. Alors, je vais reprendre la question. Est-ce qu'on ne peut pas impacter justement cette case de non-retour entre le Maroc et l'Algérie au ministère chargé des relations extérieures, ou du moins encore ceux chargés de la diplomatie dans ces pays? Pas de retour, hein. Nous aussi. Non, du tout. Alors, je voudrais peut-être essayer encore une troisième fois avec vous, Gamal Abinal. Déjà, je voudrais savoir si vous me recevez. Elle annonce quoi? On ne sait pas. Non, je n'ai pas parlé pour moi, j'entends rien. Est-ce que vous me recevez, Gamal Abina? Alors, je crois que nous irons donc prendre monsieur Terek Mami, également analyste politique. Bonsoir à vous et bienvenue à cette édition du journal. Monsieur Terek Mami, vous êtes là? Alors, monsieur Terek Mami, vous êtes certainement au courant de ce qui fait l'actualité depuis donc quelques heures. Cette rupture des relations entre, bien sûr, le Maroc et l'Algérie. C'est vrai que tout à l'heure, je posais la question à monsieur Gamal Abinal, à qui doit-on justement imputer cette situation aujourd'hui? Votre invitation
et votre question que j'ai eu la chance, moi, d'écouter, puisqu'on n'a pas écouté la chanson, excusez-moi, je suis dans le monde de la radio, donc je ne suis pas analyste politique, je suis journaliste et directeur de radio, on n'a pas entendu la question que vous avez posée à M. Gamal Abina, mais on a entendu la réponse de M. Gamal Abina. Et donc, moi, je ne veux pas faire un doublon pour recommencer à ce que a super bien expliqué M. Gamal Abina sur la crise d'aujourd'hui, mais je voudrais peut-être, pour que vos auditeurs et vos téléspectateurs aient un complément d'information, si je peux me permettre, de dire en réalité, c'est quoi cette question du Sahara? Alors, occidentale, marocaine, sahraoui, le point important est là, c'est que si on revient à l'histoire et avant l'indépendance du Maroc, qui était donc un protectorat français, et avant l'indépendance de l'Algérie, qui était une colonie française, bien avant, ce territoire était sous souveraineté marocaine, pour faire les choses simplement, ainsi qu'une partie du Mali, et on dit même que si on remontait au XVe siècle, ça montait jusqu'à Tombouctou. Mais en 62, avec les indépendances, en 56, 57, indépendance du Maroc d'abord, et en 62, l'indépendance de l'Algérie, les Nations Unies plus l'Union africaine ont arrêté un principe. Ce principe s'appelle l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. C'est-à-dire que celui qui a gagné un territoire grâce à la colonisation, eh ben, il en profite, et celui qui a perdu un territoire n'a pas à le contester. Et ce qu'il faut remarquer, toujours pour rester factuel et dans l'histoire, c'est qu'entre 56, 57 pour l'indépendance du Maroc et surtout 62, l'indépendance de l'Algérie, jusqu'à 75, nous n'avons pas vu l'État du Maroc revendiquer ce territoire du Sahara, ce qui aurait été légitime et ce qui aurait pu légitimer beaucoup plus en 75, qu'on dit le Maroc s'est toujours battu pour récupérer ce territoire. On ne pourrait pas lui reprocher. Et donc la question politique qui se pose, c'est pourquoi quand on ne se bat pas pour récupérer un territoire, on vient donc l'occuper ou l'envahir, entre guillemets, comme a dit M. Abina tout à l'heure, quand l'Espagne, parce que Franco était en train d'agoniser, de mourir, décide de se retirer de territoire, alors que sous cette occupation, il y avait quand même des escarmouches revendiquées par ceux qui s'appelaient Sahraouis et qui revendiquaient ce territoire pour être indépendants de l'Espagne sans avoir à penser à une indépendance du Maroc. La deuxième complexité ou la complexification de cette question, c'est qu'en 75, quand l'Espagne décide de se retirer, le Maroc et l'Espagne, ou le Maroc tout seul, ou l'Espagne tout seul, ne décident pas de conquérir la totalité du territoire, qui était donc sous souveraineté coloniale espagnole, mais juste la moitié ou les 2/3 si vous voulez, parce qu'on a partagé l'autre partie avec la Mauritanie. Et par la suite, cette Mauritanie à qui on donne un territoire décide quelques années après pour dire je ne suis pas concerné et je ne veux pas agrandir mon territoire. Et donc, si vous voulez, d'un point de vue à la fois de droit international et de diplomatie dans ces années, c'était ce point qu'il fallait trancher d'une manière ou d'une autre, avec donc une difficulté particulière, c'est que effectivement, M. Gabina vous l'a dit tout à l'heure, c'est que les relations algéro-marocaines, maroco-algériennes se sont très vite dégradées dès 63, dès l'indépendance d'Algérie, et donc il y avait une espèce de contentieux, on pourra dire, si vous permettez, il y avait de la braise cachée, et cette histoire du Sahara a rallumé donc cette braise, cet incendie, puisqu'on parle d'incendie en Algérie, et c'est ça qui complique. Et puis, de l'autre côté, bon, Kainka, les attentats d'un côté, le soutien de l'autre, je pense que pour les Algériens, et je fais de l'analyse politique avec vous ici, on ne dit pas, en politique, il n'y a pas quelqu'un qui a tort et quelqu'un qui a raison. En politique, il y a toujours un contentieux. Nous, on rappelle sur notre radio France Maghreb 2 qu'entre la France, et je reviendrai donc à ce qui a mis le feu en définitive, même avant l'incendie, c'est qu'entre la France et l'Allemagne, il y a eu quand même 3 guerres, 1870, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, dans lesquelles ils ont impliqué la totalité de l'humanité, et puis comme par hasard, après la Deuxième Guerre mondiale, et dans les années 55-58, les deux pays ennemis, avec 3 guerres, se réconcilient, et aujourd'hui, rien ne peut se passer en Europe
sans l'accord entre l'Allemagne et la France. Et on s'est dit, qu'est-ce qui empêche pour que ces deux pays, le Maroc et l'Algérie, qui n'ont pas eu de guerre, de vraie guerre, quoi, et pas de guerre mondiale surtout, aujourd'hui, qu'est-ce qui les empêche de trouver ensemble une solution? Monsieur Abina l'a dit aussi tout à l'heure, les Tunisiens, par exemple, qui sont partis du Maghreb, ont toujours proposé qu'on règle ce problème à l'intérieur d'une espèce de confédération maghrébine à laquelle on peut donner n'importe quel titre, qui serait un peu comme l'Union européenne, avec donc une large autonomie à ce Sahara, de manière, si vous voulez, à ce qu'on se retrouve, et je trouve vraiment l'exemple excellent pour moi, si on se retrouve comme l'Espagne avec la Catalogne. La Catalogne, elle est à la fois espagnole, elle est très autonome, et elle a même revendiqué à un certain moment son indépendance. Donc pourquoi ne pas fonctionner ça? Et le point, je pense, qui a rouvert toutes les braises et toutes les plaies pour les Algériens, et c'est compréhensible quand on est citoyen algérien ou quand on est politique algérien, c'est le fait que le ministre, en tout cas le représentant du Maroc, vienne parler d'une autonomie d'une région algérienne, donc la Kabylie, avec un groupe de personnes, j'allais dire une cinquantaine de personnes, qu'on va instituer comme représentants d'un peuple qui lui-même ne revendique pas ça, et surtout de sortir une carte, de montrer et de dire il faut passer à l'autodétermination. Imaginez que si l'Algérie avait fait la même chose il y a quelques années, quand il y a eu un gros problème dans le Rif marocain, et si les Algériens avaient été à l'ONU avec une carte du Rif et du Nord, de rappeler l'histoire de la bataille pour transformer le Maroc non plus en royaume mais en république, et en disant voilà, il faut se tenir. Donc il y a des limites dans la diplomatie, je pense, qui ont été dépassées, mais je pense que le point central reste quelle a été la situation de ce Sahara de 62 à 75. Et puis la question fondamentale politique aujourd'hui, c'est le référendum. Qui a le droit, qui aurait le droit de participer? Pour le Polisario et l'Algérie ne peuvent participer à ce référendum que les personnes qui étaient physiquement présentes au Sahara en 75 et leurs descendants. Et pour le Maroc d'aujourd'hui, c'est tous ceux qui habitent, en sachant qu'il y a à peu près 300 000 personnes marocaines qui ont été s'installer. Je pense que j'ai été long, mais j'ai profité de votre temps d'antenne parce que comme on n'entend pas les questions, donc autant donner d'un coup et en vrac cette histoire qui peut intéresser vos téléspectateurs, et je vous remercie pour l'invitation. Merci également à vous, Monsieur Terek Mami, et toutes nos excuses pour j'ai désagréé. Le journal africain se poursuit donc avec bien sûr toute autre actualité, et cette fois-ci nous parlons du Sénégal avec bien sûr les élections locales qui se peaufinent déjà. Alors 15 millions de francs CFA, c'est donc le montant de la caution pour la participation aux élections départementales et municipales qui se tiennent en janvier 2022. L'annonce a été faite en début de semaine par Antoine Félix Diome, ministre de l'Intérieur. Cette caution doit être déposée au nom d'un parti politique légalement constitué, d'une coalition de partis politiques légalement constitués ou d'une entité regroupant des personnes indépendantes. Il s'agit d'une toute première pour ce type d'élection pour lesquelles la participation était donc gratuite. Suite aux élections législatives de 2017 qui avaient connu une pléthore de listes, l'État s'est donc inscrit dans une volonté de rationaliser les candidatures aux différents types d'élections avec notamment le parrainage de la caution. 45 départements et près donc de 500 communes seront donc en jeu pour les locales, dont l'autre nouveauté est la modification du mode de suffrage. Maire et président du conseil départemental seront désormais élus au suffrage direct. Les élections locales devaient initialement se tenir en juin 2019 avant d'être reportées donc en mars 2021 et puis enfin en janvier 2022. Abdoulaye Mbaou est donc journaliste et avec lui nous évoquons justement cette question de caution qui fait donc jaser du côté du Sénégal depuis que l'annonce a été rendue publique. Bonsoir à vous Abdoulaye Mbaou. Comment avez-vous accueilli justement ce montant? Le problème c'est pas la caution mais c'est le montant qu'il faut verser. 15 millions de francs CFA, c'est quand même énorme. Retrouver sur le plateau de la télévision panafricaine Afrique Média. Vous avez parfaitement raison. En perspective des élections départementales et municipales, le ministre de l'Intérieur a sorti un arrêté fixant justement le montant de la caution
à 15 millions, mais il faut rappeler c'est 15 millions pour tout type d'élection, autrement dit départementale et municipale. Donc, en gros, il faudra débourser 30 millions si véritablement votre liste ou votre coalition de liste doit participer et aux élections départementales et aux élections municipales. Donc, ici au Sénégal, c'est une nouvelle qui a été, en tout cas, qui a été fortement attendue et qui, véritablement, aujourd'hui, reçoit énormément de critiques émanant de la classe politique sénégalaise. Pourquoi? Parce qu'il y a justement un pan de l'opposition qui avait proposé la somme de 5 millions, la majorité avait proposé la somme de 30 à 40 millions, d'autres parties de l'opposition avaient proposé la somme de 20 millions, et justement, par rapport à cette caution, le ministre de l'Intérieur a semblé, en tout cas, diviser la poire en deux. Mais cependant, il faut reconnaître que ce ne sont pas seulement les politiques qui peuvent être candidats à ces élections. Il y a des personnalités indépendantes qui sont représentatives dans leurs différentes localités, mais qui n'ont pas justement les moyens financiers pour pouvoir participer à ces élections. Une démocratie majeure, une démocratie participative devrait mieux s'ouvrir et qu'en réalité, ce filtre que l'on semble mettre pour, dit-on, écarter les listes fantaisistes, à mon avis, n'est que pure leurre, parce qu'on sait que ces listes fantaisistes ont toujours été financées par les différents régimes qui se sont succédés au pouvoir au Sénégal. Et vous l'avez dit, en 2017, il y a eu une vacance du pouvoir, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est cela la réalité. Maintenant, pour cette élection, 15 millions partout, dans tous les cercles, on en parle. Et justement, les Sénégalais, mais également secteur politique, mais également une bonne partie de la société civile jugent quand même que cette caution est véritablement exponentielle, parce que 15 millions, ce n'est pas à la portée de tout le monde, surtout que 15 millions, c'est pour tout type d'élection, autrement dit départemental 15 millions et municipal 15 millions, ce qui fait la ronde de la somme de 30 millions. Abdoulaye Ba, selon vous, que cache justement le montant de cette caution? Est-ce que ce n'est pas une tactique pour écarter des potentiels candidats et maintenir justement un cocon du pouvoir à ces différentes élections locales? La n'est pas faite pour les riches, autrement au pouvoir ou qui sont actuellement au pouvoir. Je rappelle qu'hier, la coalition de presse, et pour dire qu'en réalité, il fallait justement une telle somme pour la caution liée aux élections départementales et municipales de janvier 2022 pour éviter la participation de listes fantaisistes. Mais bon Dieu, c'est quoi une liste fantaisiste si l'on sait qu'il s'agit d'élections locales qui ont véritablement une particularité qui n'a rien à voir avec l'organisation d'élections législatives, mais également d'élections présidentielles. Ici, il s'agit de la rencontre d'un homme avec une communauté qui lui est propre, qu'il connaît et avec qui, justement, il échange tout le temps. Et cette personne peut ne pas être une personnalité politique appartenant à une formation, à une coalition. Et cette personne peut avoir une bonne assise et se donner toutes les chances de pouvoir remporter le scrutin. Parce qu'il faut savoir qu'à la faveur du dernier dialogue politique, le mode d'élection du maire a changé. Et effectivement, les présidents des conseils départementaux ainsi que les maires de ville et maires des collectivités territoriales seront élus au suffrage universel direct. Ça change un petit peu la donne et l'on sait pertinemment que le pouvoir, tout comme l'opposition, cherche coûte que coûte à gagner le maximum de collectivités territoriales parce que ces élections sont considérées comme des primaires en direction des législatives de la même année, mais également en direction de la présidentielle 2024. Mais compte tenu de l'ensemble de ces faits et de l'ensemble de ces facteurs, je crois bien qu'il ne faille aller dans le sens de pouvoir mesurer les enjeux en matière de démocratie. Comment justement construire une démocratie, une bonne démocratie, une démocratie qui n'a pas honte justement des autres, soit en Afrique de l'Ouest. Je crois bien que le Sénégal, sa principale faiblesse, c'est notamment montrer et vouloir démontrer une élection. Il faut être riche, il faut avoir les moyens, il faut avoir les ressources financières pour pouvoir y participer. Et comme je le dis, il y a des jeunes aujourd'hui qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, qui veulent devenir maire de leur localité. Et ces jeunes n'appartiennent pas justement à des partis politiques, c'est des indépendants. Et au nom justement de leur assise et par rapport justement à un volet social dans lequel véritablement ils s'évertuent à aider les communautés, ils doivent avoir également toutes les chances, comme ceux-là qui sont dans les partis, comme ceux-là qui sont dans les coalitions de partis, de pouvoir participer à des élections
départementales ou municipales et se donner toutes les chances de pouvoir gagner parce qu'on l'a vu précédemment, des indépendants ont gagné des mastodontes en politique dans leurs différentes localités. Donc pour ces élections, je crois bien que ce n'était pas le moment d'écarter certains, c'était le moment de donner la chance à ceux-là qui veulent y participer, même si l'on sait que les élections de 2017 ont été particulièrement déroutantes à cause justement de cette pléthore de listes, mais dans tous les cas, que ce soit sous le régime du président Abdou Diouf, sous le régime du président Abdoulaye Wade et jusqu'au régime du président Macky Sall, on le dit, et c'est dans tous les couloirs, ce sont les régimes le plus souvent qui financent justement ces listes à qui l'on colle le sobriquet de listes fantaisistes. Pour votre participation à ce journal africain. Nous allons rester en Afrique de l'Ouest, cette fois-ci du côté du Mali, pour parler de cette affaire de l'avion présidentiel. Il faut justement que des têtes tombent, car sous la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta, l'achat d'un avion présidentiel à près de 20 milliards de francs CFA et des contrats de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA passés par le gouvernement pour la fourniture d'équipements militaires avait alors défrayé la chronique. Cette affaire avait été classée sans suite en 2018, alors que des ministres, des conseillers du président également et hommes d'affaires avaient été mis en cause. Chose que Mamadou Timbo, procureur général de la Cour suprême, ne trouve pas normale. Il a relancé l'affaire. Selon lui, des enquêtes complémentaires ont été menées et les ministres qui devaient donc être entendus l'ont été, à l'exemple de Soumelou Boubeye Maïga, alors ministre de la Défense, dans cette affaire datant de 2014. À l'époque, justement, des rapports de la Cour des comptes et du vérificateur général avaient épinglé des surfacturations et de nombreuses anomalies. Le procureur général de la Cour suprême a également expliqué que la Haute Cour de justice, censée juger le président ou les membres du gouvernement, n'est pas actuellement fonctionnelle du fait de la période de transition. C'est donc devant la Cour d'assises que l'affaire devra être jugée. Pour cela, justement, pour être sûr que les faits ne soient pas un jour prescrits, car rien n'est plus dangereux pour la bonne santé d'une république que l'impunité. C'est du moins ce que laisse entendre le procureur général de la République du Mali. Mono Kotwali est donc à notre compagnie pour reparler de cette affaire de l'achat d'un avion présidentiel qui a donc défrayé la chronique du côté bien sûr du Mali. Alors bonsoir Mono Kotwali. C'est vrai que nous avons les déclarations du procureur général, mais est-ce des déclarations assez suffisantes pour rouvrir ce dossier qui avait été classé? Oui, merci Linda. J'imagine que vous m'attendez très bien parce que j'ai eu un peu de soucis pour vos dernières phrases. Mais ce qui est important, c'est que effectivement c'est un dossier de 2014 qui donc reprend. Donc on pourrait certainement dire que les autorités de la transition ont décidé de dépoussiérer les vieux dossiers, celles qui font allusion dans un premier temps à l'achat d'avions présidentiels et également à l'achat des équipements qui devraient être dédiés à l'armée malienne. Cela fait beaucoup couler l'encre ici au Mali et on s'attendait à ce que justice ou la lumière soit apportée sur ces faramineuses sommes qui ont disparu, dont on n'a pas d'issue, et la question même de l'avion qui était compliquée devrait être donc bien résolue. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et le régime de fin, celui de Ibrahim Boubacar Keïta, comme le disait hier le procureur lui-même, à partir de certaines instructions, le dossier avait été donc classé. Alors, si le dossier avait été classé, on supposait donc que c'était fini. Alors, avec la nomination du ministre, l'actuel ministre de la Justice, c'est celui-là même qui était l'homme qui cherchait, qui était le sorcier, si vous voulez, le chasseur de ceux qui détournaient ou qui, malheureusement, a violé le principe de la bonne gestion tant étatique que privée des biens, a donc décidé que le dossier sur l'achat d'avions et les équipements militaires soit relancé. C'est dans ce cas de précis que le procureur de la Cour suprême lui-même, il le reconnaît, avoir décidé d'engager des nouvelles enquêtes, des nouvelles poursuites, comme quoi il y a des nouveaux éléments qui se sont ajoutés à ce dossier. Dire à un moment donné que ce dossier qui rentre en scène actuellement à l'heure où tous les débats
sont quasiment centrés vers l'organisation des élections. Est-ce que ce n'est pas une affaire à tête chercheuse? L'interpréter parce que le contexte, comme vous le savez, effectivement, ici, la priorité devrait être la sécurisation et l'organisation des élections. Mais cela ne pouvait pas aussi donner libre cours à l'impunité dans le pays. Alors, concomitamment, il faut peut-être savoir jongler, il faut savoir toucher tous les leviers pour pouvoir ramener le Mali nouveau dont les gens parlaient dans la rue et qui avait donc justifié certainement la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. Maintenant que c'est fait, alors il faut créer ce Mali nouveau. Or, ce Mali nouveau ne peut pas ne pas passer par la justice. Il faut que un pays soit quand même un pays de droit. Alors là, même le procureur de Commune 4, la dernière fois, dit que pour que l'État soit, pour que la République soit, pour que la nation soit, il faut respecter les principes. Il faut quand même que la justice joue son rôle. Alors, on revient donc à ce niveau. Mais le contexte, bien évidemment, on a quand même une tendance qui avait déjà demandé qu'on ne passerait pas la date du mois de février et que ce serait la fin de la transition. En relançant le débat, qui va donc certainement poursuivre les vieux dignitaires, c'est-à-dire les vieux ministres, les anciens ministres, les anciens premiers ministres et certaines autorités, y compris les hommes d'affaires. Est-ce que ce n'aura pas un impact sur l'organisation des élections? Est-ce que les dirigeants politiques ne seront pas peut-être mis dans une mauvaise situation de ne pas se prononcer? C'est un peu compliqué, mais on peut certainement penser que c'est le Mali nouveau et la justice devrait se faire et c'est la voie de la justice. Espérons bien que cela soit. Beaucoup à vous, Monoko Touali, justement, pour votre participation à ce journal africain qui se poursuit avec cette fois-ci l'actualité du côté du Cameroun. Nous reparlons justement de l'industriel français Vincent Bolloré qui est donc prêt à tout pour reprendre le port autonome de Douala. L'homme d'affaires, reconnu donc par sa mafia, veut défier le président camerounais, son excellence Paul Biya, par des méthodes de corruption avec pour unique objectif la reprise du port autonome de Douala. L'une de ces dernières magouilles en date est bien sûr l'affaire Cyrus Ngor, une cabale montée de toutes pièces contre l'actuel directeur général du patrimoine camerounais, le port autonome de Douala. Faire tomber ce DG par des acharnements judiciaires était donc la grande mission que Bolloré a confiée à ses esclaves de maison. Mal lui en a donc pris, son plan de déstabilisation de la sous-région a une fois de plus été déjoué, car la perte du terminal à conteneurs du port de Douala par Bolloré a été d'un enjeu sécuritaire énorme. Les Français ont justement perdu non seulement un pan stratégique de leur dispositif de déstabilisation de toute la sous-région et placé justement à la tête de ces différents États des Blancs à la peau noire. Si la République centrafricaine et le Tchad ont été sauvés d'une énième guerre civile, c'est tout simplement parce que les armes ne peuvent plus passer par ce terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Et ceci grâce au nouveau système de sécurité ainsi recommandé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et exécuté justement par des Israéliens sous la supervision du directeur général du port, M. Cyrus Ngor. L'on se souvient d'ailleurs que Bolloré avait demandé une prolongation de concession de 2 ans, certainement pour faire passer les armes à partir du port de Douala. Ceci donc afin de déstabiliser les institutions républicaines du Cameroun. Malheureusement pour lui, le contrat a été résilié et la régie du terminal à conteneurs a donc été créée avec à sa tête M. Cyrus Ngor, soutenu par la présidence de la République. Après donc avoir échoué ce plan, il fallait absolument fragiliser, voire même en finir avec l'un des gardiens indescriptibles de ce port autonome, qui n'est autre que M. Cyrus Ngor, qui était donc devenu le nouvel homme à abattre dans le milieu portuaire au Cameroun. C'est du moins ce qui justifie toutes les manipulations judiciaires à son endroit ces dernières semaines. Alain-Jules Meignier, vous êtes journaliste et vous suivez certainement cette actualité assez chaude du côté du Cameroun. Bonsoir, bienvenue à nouveau à cette édition. Est-ce que vous avez justement analysé tout cet acharnement judiciaire à l'endroit justement du directeur du port autonome? Bonsoir déjà, Linda, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. C'est vrai que cette histoire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement
ressemble en réalité à une grosse arnaque. Hein. Je veux dire, je n'ai pas vraiment le dossier judiciaire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des nègres de maison, certainement à la manœuvre, et puis Bolloré est coutumier du fait. Hein. On a vu comment Bolloré, quand il avait été chassé à Cotonou, hein, au port de Cotonou, n'est-ce pas, par Monsieur Talon, ça avait créé des vagues, hein, parce que bon, il était là depuis un certain nombre de temps, sous Boni Yayi, etc. Donc, il est coutumier du fait, c'est-à-dire que il a financé pratiquement la campagne de Monsieur Ajavon, ça c'est au Bénin, parce qu'il espérait qu'effectivement, si Monsieur Ajavon passait, c'était avec Havas, hein, sa filiale Havas, pour prendre le pouvoir au Bénin. Il restait au port, etc. Malheureusement pour lui, M. Talon a été élu. Donc aujourd'hui, probablement, et je crois que les autorités camerounaises doivent faire très attention, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que on voit des magistrats convoquer cet homme-là qui, en pratiquement 5 ans, a fait ce que Bolloré n'a pas pu faire en 15 ans. Donc chercher l'erreur, il est soupçonné de détournement, mais sincèrement, quand on regarde, on se rend compte que finalement, il n'y a pas grand-chose par rapport à ce que cette société qui est la plus rentable aujourd'hui au Cameroun, Parapublic qui est la plus rentable au Cameroun, ce que cette société apporte aujourd'hui au Cameroun, permet au Cameroun, justement, les résultats sont sortis, d'être l'un des pays africains les moins endettés. C'est grâce justement au port. Par conséquent, je crois que Bolloré, il est là, il ne sert que ses intérêts et il va faire feu de tout bois, va corrompre bien évidemment probablement certains magistrats, certains hauts cadres de l'administration, etc., pour que vraiment il reste là. J'en veux pour preuve déjà quand on installe le fameux pad, hein, bien évidemment, on voit très bien comment Bolloré contre-attaque et c'est la justice qui lui donne presque raison. Donc, il faut comprendre qu'il y a de véritables problèmes. On est vraiment dans une situation où il y a obligation, n'est-ce pas, de nettoyer cette magistrature-là qui finalement ne sert pas les intérêts du Cameroun. Nous sommes dans une ère où il faut par tous les moyens sauver le pays par la crise. On a eu la Covid, on sait que tous les pays sont difficilement sortis de la Covid, d'ailleurs qui continue. Donc, sur le plan économique, il faut vraiment que les Camerounais comprennent que, avec l'atout que nous avons sur le port aujourd'hui de Douala, on peut émerger très rapidement parce qu'on constate avec amertume que les années Bolloré ont permis à cet empire de Bolloré de s'enrichir au détriment du Cameroun. Et aujourd'hui, on voit très bien les résultats, n'est-ce pas, de cette société-là, qui est bien managée par M. Cyril Sungo. Et donc, je crois que c'est pour cela que ça va continuer. Donc, je crois que c'est au président de la République de mettre le haut là, parce que, justement, ça avait été le cas au Bénin. M. Patrice Talon a dit, vous savez, M. Bolloré, le port de Cotonou n'est pas à vendre. Donc, il faut vraiment que, finalement, les autorités sortent, n'est-ce pas, pour dire ça à M. Bolloré, pour qu'il se calme. Bien évidemment, on doit lui retirer aussi les chemins de fer, parce que, finalement, il n'y a rien eu depuis qu'il est là. Il n'a jamais respecté les cahiers de charges. Par conséquent, il n'a pas le droit d'être là. Donc, bon, on peut comprendre toutes ces vagues-là, mais on sait pertinemment que, effectivement, c'est une espèce de chasse aux sorcières, mais simplement parce qu'ils veulent revenir et faire leur magouille habituelle, faire entrer, vous l'avez dit tout à l'heure, des armes, n'est-ce pas, qui iront au Tchad, qui iront en Centrafrique, etc., etc., parce que ce port est central, très central, c'est-à-dire en Afrique centrale même, il n'y a que le port enfin au Gabon, il y a les ports gabonais qui essayent de faire quelque chose, mais le port de Douala est très central. Centrafrique, Tchad, qui sont des pays enclavés. Donc, il ne faut pas s'amuser avec ce port-là. On ne doit même pas, en tant que patriote, le donner à un étranger. Ce n'est pas être xénophobe de le dire, mais simplement parce qu'il y va de l'intérêt national et nous devons garder ce port-là pour nous. Il faut qu'un national dirige ce port-là, pas des sociétés étrangères, parce que c'est une grosse erreur, ça a été une grosse erreur, et on a vu que ça nous a coûté des milliards et des milliards de francs CFA
ou même de milliards d'euros. Donc on le sait aujourd'hui, et même malgré ces magouilles-là, je crois que les autorités ont compris, compétentes, et il faut résister face à ces gens-là, parce qu'ils sont prêts à tout, ils sont prêts même à des meurtres, on l'a vu dans certains pays. Donc il faut que les autorités camerounaises comprennent et prennent à bras le corps cette affaire-là, pour ne pas accepter qu'on laisse entrer en fait le diable dans la maison. Ce serait catastrophique pour le Cameroun. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette histoire-là, qui est rocambolesque, qui ressemble encore une fois à une grosse arnaque. Merci beaucoup à vous, Alain-Jules Meignier, pour votre analyse justement sur cette affaire que vous caractérisez d'ailleurs de grosse arnaque. Nous poursuivons ce journal avec bien sûr l'actualité au Tchad pour dire que le collectif des victimes du régime d'Hissène Habré, sous l'égide bien sûr de leur avocate, Maître Jacqueline Moundena, s'est donc réunie en N'Djamena quelques heures seulement après le décès de ces derniers. L'objectif ici est de faire pression sur l'Union africaine pour leur indemnisation. Prenons plus de détails sur cette affaire dans ce reportage que signe Christelle Wandi. Il ne lâche pas prise. Moins de 24 heures après le décès d'Hissène Habré, le combat continue pour les victimes de l'ancien président tchadien qui ne demandent qu'à être indemnisés, jugés coupables pour crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement, raison pour laquelle le feu maréchal Idriss Déby avait décidé de prendre les choses en main. Une commission d'enquête du Tchad chiffrait déjà à 400 000 morts le nombre de victimes sous le régime Habré. Au total, 33 000 $ à reverser à chaque famille. Sa disparition n'inquiète pas l'avocate des victimes Jacqueline Moundena, qui vient de saisir l'Union africaine afin que soit mis sur pied un fonds judiciaire au profit des victimes du défunt. Ces dernières soupçonnent l'ancien président d'être à la tête d'une fortune immense et les victimes, quant à elles, doivent rentrer dans leurs droits. En tant que victimes, ils affirment qu'ils auraient souhaité qu'Hissène Habré puisse vivre longtemps et qu'il puisse assister même à l'indemnisation des victimes. Dommage qu'il soit parti très tôt au vu de sa condamnation à perpétuité, mais c'est Dieu qui en a décidé ainsi, ont déclaré ces derniers, qui ajoutent qu'ils déplorent son décès, mais la lutte continue. Rappelons qu'Hissène Habré était incarcéré au Sénégal en vertu de sa condamnation datant du 30 mai 2016 à la prison à vie à l'issue d'un procès sans précédent du côté de Dakar. Il avait été déclaré coupable. Chassé en 1990 du pouvoir, il avait trouvé refuge au Sénégal. Là, sous la pression internationale, les conditions de son procès avaient été créées et il avait été arrêté en 2013 et inculpé par un tribunal spécial instauré en coopération avec l'Union africaine. La famille et les avocats de l'homme décédé à l'âge de 79 ans réclament depuis des mois un autre régime que celui de la détention en invoquant son âge, sa santé déclinante et le risque de contamination par la Covid-19 en prison. Après la permission de rentrer chez lui à Dakar, sous surveillance pendant 60 jours en 2020, la justice avait refusé une demande de libération en avril 2021. Et le journal africain se poursuit avec cette fois-ci ce qui se passe du côté de l'Éthiopie. Nous le savons justement il y a quelques semaines de cela. Le Premier ministre avait donc lancé un appel à la mobilisation générale. Et donc les nouvelles recrues dans l'armée fédérale ont entamé finalement leur formation militaire du côté de Dessi, dans un camp militaire. Ce sont donc ces jeunes qui ont répondu quelques semaines avant à l'appel de cette mobilisation générale du Premier ministre Abiy Ahmed. Ils se disent tout simplement impatients d'aller au front. Motivés plus que jamais, ils sont soumis à des exercices militaires et sont formés aux techniques de combat. À en croire certains, le motif qui les a poussés à rejoindre les rangs de l'armée, ce sont les atrocités qui ont été commises. À l'exemple du massacre de Maï Kadra, l'attaque du commandement du Nord et bien sûr les tueries à Kobo et Afar, des exemples taxés d'odieux et alarmants. Le Premier ministre Abiy Ahmed avait donc proclamé la victoire fin novembre 2020 après la prise de la capitale régionale Mekele. Mais le 28 juin dernier, les forces rebelles pro-TPLF ont repris Mekele,
puis une grande partie du Tigré. Après donc un cessez-le-feu décrété par Abiy Ahmed officiellement pour des raisons humanitaires et le retrait des soldats éthiopiens, les forces tigréennes ont poursuivi leur offensive vers les régions voisines de Amhara au sud et bien sûr de l'Afar à l'est. Il faut rappeler que ce n'est pas le premier appel du genre. Cela fait plusieurs semaines déjà que les autorités de l'État d'Amhara ont fait le même. Le 25 juin encore, son président encourageait des habitants à partir au front. Une campagne de survie pour Amhara, selon donc le dirigeant local. Quelques jours plus tôt, plusieurs provinces éthiopiennes avaient affirmé avoir envoyé des combattants du Nord face aux rebelles tigréens. L'armée fédérale, pour sa part, a déjà organisé plusieurs campagnes de mobilisation. Et c'est sur ce justement que nous allons mettre un terme à cette édition du journal. Vous avez été nombreux à suivre justement ce journal africain qui rentre en gare. Nous prenons rendez-vous certainement pour demain, même heure, même endroit. Bonsoir.